J'en arrive à un deuxième aspect, donc le discours des limites, les questions d'identité. Alors cette mobilité consubstantielle à l'œuvre, que traversent des lignes incompatibles avec toute prétention d'ancrage définitif, alimente ce que dans mon essai de 2007, donc sur la géocritique, j'ai appelé un principe de transgressivité, de passage permanent. Tout bouge, tout se trouve ici, là, et puis ailleurs, tout en fabriquant du sens, des sens, une polysémie salvatrice, transgressive dans l'acception étymologique du terme, de passage. De même que l'œuvre, le territoire, qui de toute façon est un artefact, au même titre qu'un paysage ou un panorama, par exemple, est soumis au régime de l'incertain. Et cette incertitude est féconde, surtout lorsqu'elle s'exerce sur les zones du péri, féri, des péris, il y en a pas mal, des péris quelque chose, où le territoire trop homogène s'ouvre sur un environnement hétérogène et où l'existence prend une marge de liberté par rapport à une essence trop strictement codée. Un couple paronymique conçu par les Romains permet de rendre compte des rapports du territoire à ses limites. Là, j'en ai justement parlé dans la géocritique. Ce couple est constitué du limes et du limen. Le limes, frontière considérée comme imperméable par ses promoteurs, se transforme alors et indéfiniment en un limen, une frontière poreuse. En français, les deux racines subsistent en quelque sorte, la limite, mais également la liminalité. Donc frontière poreuse, voire pour peu qu'elle soit pleinement assumée, en un seuil destiné à être franchi et à mettre en contact des zones hétérogènes, mais en aucun cas incompatibles. Les espaces de contact sont eux-mêmes particulièrement stimulants en ce qu'ils abritent ou stimulent la constante émergence du neuf. Ces espaces de contact absolus sont les third spaces en anglais, les tiers espaces, je traduis ça de cette manière. Ils ont été étudiés par plusieurs des observateurs les plus fins de la planète culturelle d'aujourd'hui. Je range parmi eux Homi Bhabha, Edward Soja, qui est un géographe culturel américain, Michel Serres, Gloria Anzaldúa, Salman Rushdie, un romancier qui a souvent réfléchi au processus créatif qu'il mettait en œuvre. Toutes ces personnes ont étudié la question du third space. En partant parfois, comme pour Soja, de le faire. Pourtant, les défenseurs de la frontière, entendus comme limes, trouvent en ce moment de nouveaux alliés. Ça, c'est assez nouveau. On a quand même été beaucoup dans le limen ces derniers temps, puis là, le limes refait surface. Et pas qu'en politique. On note dans leur fil la présence de Régis Debray, qui, dans un essai récent, éloge de la frontière. Bon, c'est Debray, quoi, il ose. Il fallait oser, parce que éloge de la frontière, on ne veut pas en prendre d'Europe, on dit ouverture des frontières, etc. Il faut quand même oser. Remarque que Terminus, dieu romain des confins, que l'on honorait à la lisière de son champ, est en train de retrouver son ancien pouvoir. Et Régis Debray de soupirait, c'est le grand écart, rarement aura-t-on vu dans l'histoire longue des crédulités occidentales, pareil hiatus entre notre état d'esprit et l'état des choses. Je réponds peut-être, encore que la question est de savoir s'il incombe à l'état d'esprit de se résigner à un état de choses supposé. Personnellement, je n'en suis pas convaincu. La culture a le droit d'imaginer le mieux, de le proposer, même si dans la sphère politique, le territoire existe toujours, si j'en crois les journaux. De frontières, passons-en quelques-unes, et surmontant par là même quelques obstacles bureaucratiques, rendons-nous une nouvelle franchise pour entreprendre une instructive promenade. Elle nous apprendra comment la littérature peut affronter la question du limen. Heureusement, la culture nous permet encore ce genre d'improvisation, et le seul visa qu'elle suppose est celui d'une bonne traduction. Je ne vais pas sortir un couplet sur le manque de traduction de la littérature chinoise. Vu que je ne parle pas un très mot chinois, ça m'arrangerait d'avoir un peu plus de texte disponible. Mais bon, faisons avec ce que nous avons. Dans Le Pèlerinage d'Occident, l'un des classiques de la littérature chinoise, donc écrit au XVIe siècle, le personnage du singe acquiert un pouvoir exceptionnel au terme d'une longue initiation et par suite d'agissements peu recommandables. C'est que le singe est singe, donc malin, voire diabolique, pour ses détracteurs tout du moins. En tout état de cause, le voilà capable de braver l'empereur de Jade, qui règne sur le ciel. Les plus valeureux guerriers sont défaits tour à tour. On s'inquiète et l'empereur de s'exclamer « C'est absurde! Faut-il donc croire qu'un seul esprit simiesque et si puissant que sans du guerrier céleste n'en peuvent venir à bout ?» La
Afin de capturer les rebelles, mieux vaut donc envoyer le moine magicien Eulang, dont les sortilèges sont imparables. Lorsque le moine et le singe qui annonce Sun Wukong, conscient de la vacuité, se rencontrent, la bataille s'engage. Inquiet, le singe choisit de se transformer en poisson pour se laisser glisser dans un torrent. Son adversaire se métamorphose alors en cormoran. Pour le singe, Eulang est, je cite, un milan bleu, mais dont le plumage n'aurait pas été bleu, ou un héron, mais qui n'aurait pas eu des grettes sur la tête, ou encore une grue, mais dont les pattes n'auraient pas été rouges. Fin de la citation. Cet oiseau constitue en tout cas une menace pour lui. Quant au moine, il voit dans le poisson, je le cite aussi, une carpe, mais dont la queue ne serait pas rouge, ou une tanche, mais qui n'aurait pas de dessin sur les écailles, ou un poisson noir, mais sans étoile sur la tête, ou encore une brème, mais qui n'aurait pas de barbe à ses os. Ce poisson constitue en tout cas une proie, et le poisson qui aperçut le danger se mue en buse tachetée, le degré le plus bas de la métamorphose, selon le narrateur, car la buse est un oiseau lubrique. Dégoûté, le moine redevient lui-même pour user de sa fronde. Le singe est touché par un projectile et profite de sa chute pour s'éloigner et se transformer en temple. Eulang perd sa jour de stratagème. C'est alors que le singe bondit comme un tigre pour disparaître dans le ciel. Mais le moine ne se décourage pas. Il reprend sa quête avant de comprendre que le singe a fini par adopter sa propre apparence pour occuper sa place dans le temple. Le combat reprend plus belle. Lao Tse intervient pour secourir Eulang, mais en vain. Il faudra l'aide du Bouddha, parce qu'évidemment c'est un texte du bouddhisme, pour que le singe soit finalement maîtrisé. Et ceci est une autre histoire qui va accélérer l'intrigue. Je passe. La très belle fable de Wu Cheng'en est pleine d'enseignements. Le premier que la littérature chinoise, si peu connue en Occident et particulièrement en France, mériterait d'être mieux connu, je crois. Mais j'en tire au moins un autre, c'est que le monde est saisi dans un mouvement perpétuel, dans cette mobilisation infinie qu'évoquait Peter Sloterdijk, et que les formes ne sont jamais stables. Le singe et le moine non seulement changent d'état, mais ils sont incapables de le cerner avec précision. Une carpe n'est pas vraiment une carpe, et un corporan n'est pas tout à fait un corporan. On investit toujours les bords, où l'indéfini règne, où la dynamique surgit. Le monde perçu comme l'hymen, et non comme l'immense, prend un petit peu cette forme fluide, notera d'ailleurs la récurrence des métaphores aquatiques dans la belle fable de Wu Cheng'en. La question est de savoir si la transgressivité est compatible avec l'ordre d'un monde politique, peut-être pas. Les dieux veillent au grain. Il est vrai que l'exemple du singe n'est pas le meilleur, après tout, il était malin, on y rusait à l'extrême, et tout sauf bénin. Sans doute était-il plus proche du dieu Pan, de la culture grecque, que d'Ulysse ou de Prométhée. Ce passage du pèlerinage d'Occident nous permet de donner le ton de ce que pourrait être un univers déterritorialisé, un monde liminal plutôt que limité, un monde plausible davantage que cartographié. Il s'agirait en somme d'un monde passablement centrifuge, où justement le centre serait toujours un peu à côté du centre, dans une marge de liberté du centre, aux abords d'un seuil qui ressemblerait fort au third space, au tiers espace, qui ne saurait être ramené à une simple combinaison arithmétique d'éléments propres au territoire des environnements, mais plutôt qui activerait un potentiel original. On notera la similitude entre ce procédé et le jeu des métamorphoses auxquelles se livrent le singe et le moine Eulang, dont les différentes phases sont toujours un peu décalées dans leur relation aux formes. Ce décentrement a un nom fort poétique, c'est le désir, celui qui est si facile à étouffer lorsqu'on y prête garde. D'un point de vue géocritique, l'homogénéité est impossible et l'effort d'homogénéisation dangereux, car l'une est une vue de l'esprit et l'autre est l'émanation d'une volonté normalisatrice. Le plus haut degré d'homogénéité équivaudrait donc tout au plus au tenir ensemble d'éléments hétérogènes, dont parlait encore Deleuze et Guattari, que j'apprécie particulièrement. Et sans l'indispensable homogénéité, le reste s'effondre inexorablement, point d'identité possible au singulier. Peut-être que le seul élément positif, ou du moins stimulant, est à trouver dans le mouvement même des représentations, dans la transgressivité. À mon sens, il est salutaire qu'une conscience et une acceptation de l'hétérogène guident celle ou celui qui vise à la représentation du monde, à sa lecture, car c'est dans l'hétérogène que le pluriel s'exprime.
En français, comme dans d'autres langues, id, les ides de Mars, est un pluriel invariable. Identité, en revanche, est singulier, pluriel selon les cases et les discours. Personnellement, j'aimerais assez qu'identité devint aussi un pluriel invariable dans un espace aussi peu homogène que possible et dans un monde à peine plausible, celui où l'on parcourt l'espace, je l'ai dit l'autre jour, mais la formule me plaît à un degré supérieur, as somehow, anyhow, à l'image du consul ivre que Malcolm Lowry a placé au-dessous du volcan. D'une certaine manière, mais quand même, c'est intraduisible en français, ça n'a pas la même... as somehow, anyhow. S'ouvre alors le règne de la métaphore. La métaphore est ce qui mène ailleurs, mais elle ne mène jamais au but. Elle conduit juste à côté. Pas loin, certes, mais juste à côté. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans le monde plausible. Bon, là aussi, il y a Gamben qui a parlé de choses intéressantes à ce propos, je ne vais pas développer, mais en allemand, l'exemple, c'est le Beispiel. Beispiel, c'est ce qui se joue juste à côté. L'exemple ou la métaphore, d'une certaine manière, voilà. Les Grecs auraient situé leur omphalos, leur nombril, à Delphes, a priori dans le temple d'Apollon. Mais à y regarder de près, à commencer par le texte des Grecs, on s'aperçoit que la pierre maillée qui indiquait le vrai centre pointait le début d'une ligne de fuite. Dans certaines versions, cette pierre qui représente l'omphalos n'est pas dans le temple, elle est juste à côté. Une métaphore, en somme. La métaphore étant une figure de rhétorique, celle du comme si, mais aussi quand elle reste métaphora, le bus, que les Grecs empruntent pour bouger. Et je suis persuadé que dans ce monde ouvert à la métaphore, la littérature a un rôle primordial à jouer. Alors pour finir, donc quelques notes rapides sur l'environnement et les références, toujours des notes rapides, je suis désolé, je suis dans les temps, de toute façon, tant qu'il n'y a pas d'électricité. Je me chie la parole. La géocritique a été formulée à la fin des lointaines années 90 sur la base d'une série d'études consacrées à des espaces essentiellement urbains. J'avais aussi travaillé sur Barcelone, Trieste, Beyrouth, Haïfa, Alexandrie, etc. Donc situés, comme vous l'avez compris, sur le pourtour méditerranéen. Les premières analyses avaient donc pour cadre la ville. Donc dans la géocritique, on trouve indéniablement la trace de cette genèse. Alors ça a été remarqué à plusieurs reprises dans des commentaires sur ces travaux. Aux États-Unis, il y a Eric Prieto qui a écrit un article intéressant sur les relations technocritiques et géocritiques. Ça peut se trouver sur le net. Au Québec, il y a un ouvrage collectif très intéressant dirigé par Audrey Camus et Rachel Bouvet, donc Topographie romanesque, où plusieurs auteurs reviennent sur ce point. Selon Rachel Bouvet, donc, qui est l'une des co-éditrices du livre, la géocritique privilégie nettement la ville. Elle se limite à l'étude des lieux humains. Que faire quand on s'intéresse à des espaces inhabités, ou presque, comme le désert, la mer, la forêt, le Grand Nord? L'approche géocritique ne semble pas adéquate pour l'analyse des paysages. Donc l'esprit de la remarque est clair, je le partage totalement. Il est vrai que les exemples que j'ai cités sont tous urbains. Alors, mais la question suivante, que je ne me suis pas vraiment posée jusqu'ici, et que je vais finir par me poser, c'est de savoir si la géocritique est véritablement désemparée face à des espaces non urbains. Face aux grands espaces, ou à ce qu'Isabelle Donné, dans le même livre, appelle avec à propos l'étendue, que vous avez cité également. Je ne sais pas si c'est un concept, c'est pas vraiment d'étendue, c'est peut-être plus le cas au Québec, je ne sais pas. C'est un simple hasard, c'est peut-être un simple hasard. Alors en tout cas, elle définit l'étendue de la manière suivante. L'étendue est plus déterminée que l'espace, puisqu'elle relève de la perception et suppose donc un point de vue, la présence d'un observateur qui en prend la mesure. Donc ce concept d'étendue.